Il rentrait chez lui après un voyage d'affaires lorsqu'il aperçut deux personnes âgées trempées, abandonnées sous la tempête, juste devant les grilles de son manoir. Il faillit passer son chemin, jusqu'à ce qu'ils ouvrent une vieille valise et lui révèlent une vérité qui allait changer sa vie à jamais. La pluie battait contre le pare-brise de sa berline allemande de luxe, comme si elle voulait laver le monde de ses fautes. Luke Carter ajusta le rétroviseur et accéléra sur le boulevard désert. Épuisé par 3 jours de réunions sans fin dans une autre ville, il n'aspirait qu'à rentrer. À un peu plus de 40 ans, il avait bâti un empire que beaucoup enviaient. Pourtant, ce soir-là, ce succès pesait sur ses épaules comme un fardeau invisible. Son manoir l'attendait, niché dans le quartier le plus exclusif de la ville, silencieux et froid, comme toujours. Le portail commença à s'ouvrir dès que le capteur détecta sa voiture. Luke relâcha l'accélérateur, prêt à se garer sous l'abri, lorsqu'un détail attira son attention. 2 silhouettes étaient blotties sous le vieux chêne, juste à l'extérieur du mur. Elles tentaient en vain de se protéger de la tempête qui s'abattait sur la ville. Fronçant les sourcils, il freina et baissa la vitre pour mieux voir. Un homme et une femme aux cheveux gris se tenaient là, trempés, s'enlaçant comme si cette étreinte était le dernier abri qui leur restait. À leurs pieds reposait une vieille valise en cuir, usée, adossée au tronc comme si elle contenait les derniers vestiges d'une vie brisée. Son premier réflexe fut d'accélérer et de rentrer. Après tout, ces gens n'étaient pas son problème. La ville regorgeait de personnes en difficulté, et il ne pouvait pas sauver tout le monde. Mais quelque chose dans cette scène le troubla. Peut-être la façon dont le vieil homme protégeait la femme de son propre corps, ou la manière dont elle s'accrochait à lui avec une confiance défiant le monde entier. Il resta là, moteur allumé, essuie-glace battant, observant ces deux êtres que le monde semblait avoir oubliés. L'homme finit par lever la tête vers les phares. Malgré la pluie et la distance, il y avait dans son visage buriné une dignité qui toucha profondément Luke. « Ce n'est pas mon affaire », murmura-t-il, la main sur le levier de vitesse. Mais ses doigts refusèrent de bouger. Il resta figé quelques secondes de plus, partagé entre l'indifférence qu'il avait cultivée et un sentiment qu'il ne savait pas nommer. La vieille femme se mit à tousser, un son faible, mais assez fort pour le traverser malgré la pluie et le verre. Quelque chose céda en lui. Il coupa le moteur, attrapa son parapluie à l'arrière et sortit dans le déluge. Chaque pas vers le couple lui parut lourd, comme s'il marchait contre des années d'insensibilité accumulées. Le vieil homme tenta de se redresser en le voyant approcher, se plaçant instinctivement devant la femme. « Bonsoir », dit Luke, haussant la voix pour couvrir la pluie. « Est-ce que tout va bien ?» L'homme l'observa un instant, hésitant à décider si cet inconnu bien habillé représentait une menace ou un secours. « Nous allons bien, monsieur. Nous attendons juste que l'orage passe. »« Attendre où ? Ici, dans la rue ? » ?»« Oui, nous n'avons nulle part où aller, » répondit doucement la femme, d'une voix chargée d'une tristesse ancienne. « On nous a expulsés aujourd'hui. Nous n'avons trouvé aucun abri. » Luke sentit sa poitrine se serrer. « Expulsés ?» Le mot résonna en lui, éveillant des souvenirs qu'il préférait oublier. « Expulsés d'où ?» demanda-t-il. « De la maison où nous avons vécu pendant des décennies, » répondit l'homme, la voix tremblante. « Les choses sont devenues compliquées, financièrement. Nous n'avons pas pu suivre. Et votre famille ? Vos enfants ? Vos proches ? » Le silence qui suivit en dit plus que n'importe quelle réponse. La femme baissa la tête, et malgré la pluie, Luke distingua d'autres gouttes couler sur son visage. L'homme serra les lèvres, retenant sans doute des mots amers. « Notre fils a sa propre vie, » finit-il par dire. « Nous ne voulons pas être un fardeau. » Luke connaissait ce genre de réponse, la dignité tentant de masquer le rejet. Ces deux personnes ne ressemblaient pas à des sans-abri. Il y avait dans leurs gestes une douceur, une éducation, une élégance qui racontaient une autre histoire. « Comment vous appelez-vous » demanda Luke. « Je m'appelle James » répondit l'homme en tendant une main calleuse mais propre. « Et voici ma femme, Aurora. Nous sommes mariés depuis presque 50 ans. » 50 ans. Luke avait du mal à imaginer partager une vie aussi longue avec quelqu'un. Ses propres relations n'avaient été qu'une suite de désillusions, au point qu'il avait fini par se convaincre qu'il valait mieux rester seul. « Luke » dit-il simplement, serrant la main de James. « Vous ne pouvez pas rester ici sous la pluie. C'est dangereux, vous risquez de tomber malade. »« Ne vous inquiétez pas pour nous, monsieur » répondit Aurora avec un faible sourire,
malgré ses frissons. Nous avons connu pire. Cette phrase frappa Luc comme un coup. Connu pire. Combien d'épreuves avaient-ils traversées ensemble? Combien de tempêtes, réelles ou symboliques, avaient-ils affrontées main dans la main? Vous pouvez rester chez moi ce soir, dit-il finalement, avant même de réaliser ce qu'il proposait. Juste le temps que la pluie cesse et que vous puissiez vous réorganiser. James et Aurora échangèrent un regard stupéfait. Ils ne s'attendaient clairement pas à une telle offre d'un parfait inconnu. Monsieur Carter, nous ne voulons pas vous déranger, dit James. Vous ne nous connaissez même pas. Vous avez l'air de bonne personne, et personne ne mérite de passer la nuit sous une tempête. Aurora fut prise d'une nouvelle quinte de toux, plus forte encore, et cela acheva de convaincre Luc. Allez, prenez vos affaires. J'ai plus qu'assez de chambres. James aida précautionneusement Aurora à se lever et prit la valise en cuir, la tenant comme un trésor. Les trois marchèrent vers le manoir, en silence, chacun perdu dans ses pensées. Suzanne, la gouvernante, faillit lâcher son plateau de thé lorsque Luc entra dans le hall accompagné de deux personnes âgées trempées jusqu'aux os. Elle travaillait là depuis 15 ans, et jamais elle ne l'avait vu ramener qui que ce soit, encore moins des gens semblants sans domicile. Suzanne, dit Luc en retirant sa veste mouillée, préparez la chambre d'amis à l'étage pour monsieur James et madame Aurora. Et voyez si nous avons des vêtements secs à leur prêter. Monsieur, murmura-t-elle, hésitante. Êtes-vous sûr? Oui. Et préparez du thé chaud. Ils sont gelés. James et Aurora restèrent debout dans le hall, intimidés par le luxe qui les entourait. La maison, immense, regorgeait de meubles précieux et d'œuvres d'art valant plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une vie. Faites comme chez vous, dit Luc, bien que cette phrase lui sonna étrangement creuse. Quand quelqu'un s'était-il réellement senti chez lui ici? Monsieur Carter, dit Aurora d'une voix tremblante, nous ne savons pas comment vous remercier. Cela faisait si longtemps qu'on ne nous avait pas traités avec autant de gentillesse. Cette phrase toucha Luc d'une manière inattendue. Comment deux êtres humains pouvaient-ils en arriver à considérer un simple acte d'humanité comme quelque chose de rare et de précieux? Vous n'avez pas à me remercier, dit-il doucement. C'est le minimum que quiconque devrait faire. Non, monsieur, répondit James en secouant la tête. Ce n'est pas le cas. Nous avons passé toute la journée à demander de l'aide, à frapper aux portes. Vous êtes la première personne qui nous a regardés comme des êtres humains. Le poids de ces mots resta suspendu dans l'air. Luc réalisa que, lui aussi, cela faisait longtemps que plus personne ne l'avait regardé comme un simple homme, et non comme une opportunité d'affaires ou un compte en banque sur pattes. Suzanne revint avec des serviettes épaisses et des vêtements secs. La chambre est prête, monsieur, dit-elle, même si son ton trahissait sa désapprobation. Merci, Suzanne. Vous pouvez aller vous reposer. Lorsqu'elle quitta la pièce, le silence retomba. Luc observa James guider Aurora dans l'escalier, notant la délicatesse de chacun de ses gestes, comme s'il manipulait du cristal. Il y avait de l'amour dans ses mouvements. Un amour véritable, éprouvé par le temps et les difficultés. Reposez-vous bien, dit Luc lorsqu'ils atteignirent le palier. Nous parlerons davantage demain matin. Bonne nuit, monsieur Carter, répondit Aurora. Que Dieu vous bénisse pour votre bonté. Luc resta seul dans le couloir après que la porte de la chambre d'amis se fut refermée, tentant de comprendre ce qu'il venait de vivre. En moins d'une heure, deux parfaits inconnus avaient bouleversé sa routine. Il aurait dû ressentir du regret, de la crainte, ou se remettre en question. Mais non. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'avoir fait quelque chose de vraiment juste. De la chambre montaient des murmures doux, James et Aurora parlaient à voix basse, comme deux adolescents partageant des secrets. Luc essaya de se rappeler quand, pour la dernière fois, il avait eu quelqu'un avec qui parler ainsi, quelqu'un qui se souciait réellement de ses peurs et de ses rêves. Il rejoignit sa propre chambre, mais le sommeil ne vint pas. Il ne cessait de penser au vieux couple, à la valise qu'il gardait comme un trésor, à la façon dont il se regardait après 50 ans de mariage. Il y avait des secrets dans cette histoire. Il y avait forcément plus que ce qu'il avait vu. Et quelque chose en lui voulait le découvrir. Le matin se leva différemment dans cette maison. Pour la première fois depuis des années, Luc s'éveilla au son de voix humaines, des voix douces, des échanges paisibles qui faisaient vibrer les murs froids d'une chaleur nouvelle. Il descendit en peignoir et trouva James et Aurora à la table de la cuisine, prenant le petit déjeuner que Suzanne avait préparé. La gouvernante semblait mal à l'aise,
servant d'un geste raide, le visage fermé. 15 années passées dans cette maison lui avaient appris que les riches ne se mêlaient pas aux gens ordinaires, et cette situation bousculait toutes les règles qu'elle connaissait. « Bonjour, dit Luc, remarquant à quel point Aurora semblait plus reposée après une nuit au chaud. « Monsieur Carter, répondit-elle avec un sourire qui illumina la cuisine, nous ne savions pas si nous pouvions descendre. Suzanne a préparé un merveilleux petit déjeuner. Suzanne se racla la gorge, laissant entendre que ce n'était pas son idée. Monsieur, j'aurai besoin de vous parler quand vous aurez un moment. Plus tard, Suzanne, répondit Luc. Pour l'instant, je veux apprendre à connaître nos invités. Il s'assit, chose rare. D'habitude, il avalait son café debout, les yeux rivés à son téléphone. Mais cette scène domestique le calma, comme si elle ralentissait le temps. James, dit-il en versant du café, parlez-moi un peu de vous. Comment en êtes-vous arrivé là? Le vieil homme échangea un regard lourd avec Aurora avant de répondre. C'est une longue histoire, monsieur. Je ne sais pas vraiment par où commencer. Commencez par le début, proposa Luc. James soupira, comme s'il rouvrait une blessure encore vive. Je suis ingénieur civil. J'ai passé des décennies à construire des écoles, des dispensaires communautaires, des foyers pour enfants. Principalement des projets sociaux. J'ai toujours cru que mon travail pouvait faire une différence. Quel genre de projet? Demanda Luc. J'ai bâti 18 écoles publiques dans les zones rurales, une douzaine de petits hôpitaux communautaires dans les régions démunies, et 6 foyers pour enfants encore en activité aujourd'hui. Luc en resta bouche bée. James n'était pas un simple vieil homme en difficulté. C'était quelqu'un qui avait consacré sa vie à bâtir ce qui comptait vraiment. Aurora a toujours été ma partenaire, poursuivit James en lui prenant la main. Elle enseignait la musique, travaillait avec des enfants sans ressources. Elle a fondé 3 chorales communautaires, qui ont même chanté dans de grands théâtres. La musique guérit l'âme, ajouta doucement Aurora. J'ai vu des enfants des rues se transformer en découvrant qu'ils pouvaient créer quelque chose de beau. Que s'est-il passé? Demanda Luc. Comment êtes-vous passé de cette vie à celle-ci? Notre fils unique, répondit James, la voix amère. Ryan avait honte de ce que nous faisions. Il disait que nous étions des imbéciles, perdant notre temps à aider des gens qui ne le méritaient pas. Il voulait que je construise des tours de bureaux et des centres commerciaux, des choses qui rapportent vraiment. Ryan est devenu avocat, ajouta Aurora, la douleur dans la voix. Un avocat à succès. Il s'est marié dans une famille riche. Ils avaient honte de nous, de nos projets sociaux, de notre simplicité. Quand il a commencé à fréquenter les hautes sphères, dit James, il nous a demandé de ne dire à personne qu'il était notre fils. Il disait que notre image nuisait à sa carrière. Un silence lourd tomba. Luc sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine, un mélange de colère et de tristesse. Les années ont passé, poursuivit Aurora, et nous avons eu peu de contact. Puis je suis tombé malade. Malade? Demanda Luc, inquiet. Une maladie cardiaque, répondit-elle après un regard échangé avec James. Traitée, oui, mais très coûteuse. Nous avons recontacté Ryan, expliqua James. Pas pour lui demander de l'argent, mais pour lui dire que, si notre temps était compté, nous voulions nous rapprocher de la famille. Nous voulions connaître notre petit-fils, ajouta Aurora. Il s'appelle Andrew. C'est un garçon merveilleux, mais Ryan trouvait toujours des excuses pour nous éloigner. Il disait ne pas vouloir que son fils grandisse avec de mauvais exemples. Le sang de Luc bouillonna. Comment un fils pouvait-il traiter ainsi ses parents? Malgré tout, nous avons continué à essayer, dit Aurora. Quand nous avons perdu la maison à cause des frais médicaux, nous l'avons appelé, pensant qu'il nous aiderait, juste un temps. Et il l'a fait? Demanda Luc, bien qu'il connaisse déjà la réponse. James laissa échapper un rire amer. Il a dit que nous étions des adultes responsables de nos choix. Que si nous avions choisi d'aider les autres toute notre vie plutôt que d'épargner, nous devions en assumer les conséquences. Puis il a raccroché. Et ce n'est pas tout, ajouta Aurora, une larme roulant sur sa joue. Les voisins nous ont dit que Ryan racontait aux gens que nous étions instables, incapables de prendre de bonnes décisions, et qu'il n'était pas responsable de nous. Suzanne, qui écoutait discrètement depuis un coin de la cuisine, semblait bouleversée. Jamais elle n'avait entendu une conversation aussi intime et douloureuse dans cette maison. Après l'expulsion, dit James, nous avons essayé les refuges publics,
mais ils étaient tous pleins. Nous avons dormi dans la rue pendant 3 nuits avant que vous ne nous trouviez. 3 nuits? Répéta Luc, incrédule. Oui. Et vous savez ce qui fait le plus mal? Demanda Aurora en essuyant ses yeux. Ce n'est ni la faim, ni le froid. C'est de savoir que nous avons construit des maisons pour des centaines d'enfants qui n'en avaient pas, alors que notre propre fils ne trouve pas un coin de sa maison pour ses parents. Ces mots résonnèrent dans la cuisine comme un cri silencieux. Quelque chose bougeait profondément en Luc. Ces deux êtres avaient consacré leur vie aux autres, et maintenant ils payaient le prix d'un fils ingrat. Puis-je voir la valise que vous aviez avec vous? Demanda-t-il soudain, la curiosité éveillée. James hésita. Pourquoi? Hier soir, j'ai remarqué à quel point vous la protégiez. Elle semblait importante. Le couple échangea un nouveau regard. Après quelques secondes, James acquiesça. Aura, veux-tu la porter? Elle revint avec la vieille valise en cuir, la posa sur la table et l'ouvrit avec précaution, comme un coffre rempli de trésors. Luc se pencha pour regarder et resta sans voix. La valise était remplie de photographies, de lettres, de coupures de journaux, de certificats et de documents soigneusement rangés. Des décennies d'une vie consacrée aux autres. Ce sont les enfants de nos foyers, dit Aurora, en montrant des centaines de visages souriants. Chacun a une histoire. Chacun a trouvé une famille. Et voici les remises de diplômes des écoles que j'ai construites, ajouta James, en pointant d'autres photos. Des milliers d'enfants qui ont pu recevoir une éducation grâce au projet que nous avons mené. Luc prit une lettre écrite d'une main d'enfant. Oncle James et tante Aurora, merci d'avoir construit notre école. Maintenant, je peux lire et écrire. Quand je serai grand, j'aiderai d'autres enfants comme vous nous avez aidés. Nous en avons reçu des centaines comme celle-là, dit Aurora avec fierté. Nous les avons toutes gardées. C'est pour ça que cette valise est importante, expliqua James. C'est la preuve que notre vie a eu un sens. La poitrine de Luc se serra. Ils avaient touché des milliers de vies, bâti un héritage qui durerait des générations, et maintenant, ils portaient tout cela dans une vieille valise, parce qu'ils n'avaient plus rien d'autre. Il y a encore une chose, dit Aurora, sortant une enveloppe jaunie du fond. Quelque chose qui pourrait t'intéresser. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de remerciement qu'on a reçue, il y a longtemps, d'un garçon que nous avions aidé quand sa mère était malade. Un jeune garçon qui est ensuite devenu un homme d'affaires. Luc vit son propre nom sur l'enveloppe, écrit d'une écriture enfantine. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Il reconnut immédiatement la lettre qu'il avait écrite enfant. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Comment avez-vous eu ça ?» Pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé leur récit, James et Aurora sourirent. « Monsieur Carter » dit doucement Aurora, « le destin a des manières mystérieuses de réunir les bonnes personnes au bon moment. » Et à cet instant, Luc comprit. Cette rencontre sous la pluie n'avait rien d'un hasard. C'était l'univers qui lui rendait une bonté qu'il avait oublié avoir reçue. Ses mains tremblaient en tenant la lettre jaunie. Les mots d'enfant sautaient de la page comme des fantômes du passé. Oncle James et tante Aurora, merci de m'avoir aidé quand ma maman était malade. Vous étiez mes anges. Un jour, je serai riche et j'aiderai les enfants comme vous m'avez aidé. Luc Carter, 8 ans. Vous vous souvenez de moi? Demanda-t-il, la voix rauque. Comment pourrions-nous t'oublier? Répondit Aurora avec un sourire maternel. Tu étais si courageux. Tu t'occupais de ta mère avec tant d'amour. Les souvenirs revinrent en vague. Il avait 8 ans quand sa mère était tombée gravement malade. Sans argent pour payer des soins privés, et les hôpitaux publics débordés, tout semblait perdu jusqu'à ce que James et Aurora entrent dans leur vie. Vous avez construit cet hôpital communautaire, murmura Luc, se souvenant. Celui où ma mère a été soignée. Ta mère, Caroline Carter, répondit James en souriant. Une battante. Elle s'est battue courageusement, et tu étais là chaque jour. J'apportais des fleurs que je cueillais dans le terrain vague près de chez nous, ajouta Aurora. Tu disais qu'elles allaient la guérir plus vite. Luc ferma les yeux, la poitrine serrée. Il avait enfoui ses souvenirs si profondément qu'il avait presque réussi à se convaincre qu'ils n'étaient pas réels. Sa mère avait guéri dans cet hôpital construit par James, et Aurora organisait des concerts pour remonter le moral des patients. « Vous avez sauvé ma mère » dit-il en les regardant droit dans les yeux. « Et maintenant, c'est vous qui êtes ici, abandonnés et dans le besoin. » La vie est étrange, répondit James d'un ton philosophe. Parfois,
On plante des graines sans savoir où elles pousseront. Suzanne, qui écoutait en silence, s'approcha enfin. Monsieur Carter, puis-je vous parler? C'est urgent. Qu'y a-t-il, Suzanne? Il y a un homme à la porte. Il dit qu'il est avocat, venu chercher ses parents. Le sang de Luc se glaça. Un avocat? Oui, monsieur. Ryan Sanders. Il affirme que ces personnes sont ses parents et qu'elles causent de l'embarras à la famille. James et Aurora pâlirent. La peur traversa leur visage, brisant le cœur de Luc. Il est venu nous ramener à la maison? Demanda Aurora d'une voix tremblante. Après nous avoir abandonnés? Pas pour vous ramener, répondit Suzanne, gênée. J'ai entendu une conversation, il était question d'un centre pour personnes âgées. Un centre? Explosa Luc. Il veut faire interner ses propres parents? James se leva lentement, avec la dignité d'un homme ayant mené bien des batailles. Parlons-lui. Nous ne voulons pas te causer d'ennui, Luc. Vous n'irez nulle part, répondit fermement Luc. C'est ma maison, et vous êtes mes invités. Ils se rendirent dans le hall où Ryan Sanders les attendait, impatient. Il avait la quarantaine, portait un costume coûteux, une montre en or voyante et cette arrogance que certains confondent avec la réussite. À ses côtés, une femme élégante semblait souhaiter être ailleurs. « Papa, maman » dit Ryan d'une voix vide. « Je suis venu vous chercher. Vous provoquez une situation embarrassante pour notre famille. » « Embarrassante comment? Demanda Aurora, blessée. « Des voisins ont dit que vous mendiez dans la rue. Cela nuit à ma réputation professionnelle. » « Nous ne mendions pas, » répondit James avec dignité. « Nous cherchions un abri. »« C'est pareil, » répliqua Ryan froidement. « Ma femme, Béatrice, et moi avons décidé que vous aviez besoin de soins spécialisés. » Béatrice resta silencieuse, visiblement mal à l'aise. Il était clair que cette décision n'était pas la sienne. « Quel genre de soins? » intervint Luc. « Et vous êtes? » demanda Ryan avec mépris. « Luc Carter, le propriétaire de cette maison, celle où vos parents ont trouvé refuge quand leur propre fils leur a tourné le dos. » La réponse fit blanchir Ryan. Il ne s'attendait pas à une telle confrontation. « Mes parents sont ma responsabilité, » répliqua-t-il. Ils ont toujours fait de mauvais choix. Ils ont tout dépensé à aider des inconnus au lieu de préparer leur avenir. Maintenant, ils doivent vivre avec les conséquences. Les conséquences? Luc n'en croyait pas ses oreilles. Vos parents ont construit des cliniques, des écoles, des foyers pour enfants. Ils ont sauvé des milliers de vies et sont ruinés parce qu'ils ont tout donné. Exactement, coupa Ryan sèchement. Pendant que d'autres s'enrichissaient, ils jouaient les saints. Et maintenant, je devrais réparer ça? Aurora se mit à pleurer doucement. Entendre son fils parler ainsi lui brisa le cœur. Ryan, dit-elle entre ses sanglots, nous ne t'avons jamais rien demandé. Nous voulions juste être proches de notre famille. Proches de la famille? Ricana-t-il. Vous voulez notre argent, comme vous vouliez celui des autres pour vos projets. Ce n'est pas vrai, répondit James, la voix tremblante de colère contenue. Nous ne t'avons jamais rien demandé. Vous n'en aviez pas besoin, lança Ryan. Vous avez débarqué comme des clochards. Mes collègues savent maintenant que mes parents sont ruinés. Ça nuit à mon image. Luc sentit la colère monter, brûlante. Cet homme se souciait plus de son image que du bien-être de ses parents. Alors, quelle est votre solution? Demanda-t-il. J'ai organisé leur transfert dans une maison de retraite. Discrète. Hors de la ville. Ils auront les soins nécessaires. Hors de la ville? Répéta Aurora, horrifiée. Vous voulez nous cacher? Je veux que vous soyez soignés, mentit Ryan. Ryan, intervint timidement Béatrice, peut-être devrions-nous en discuter. Il n'y a rien à discuter, la coupa-t-il sèchement. La décision est prise. C'est alors que Luc prit sa propre décision. Ils n'iront nulle part, dit-il fermement. Comme je l'ai dit, James et Aurora resteront ici aussi longtemps qu'ils le souhaiteront. Ryan éclata d'un rire méprisant. Vous les connaissez à peine. Vous ignorez qui ils sont vraiment. Je sais exactement à qui j'ai affaire, répondit Luc en le fixant droit dans les yeux. J'ai affaire aux personnes qui ont sauvé la vie de ma mère quand j'avais 8 ans. Ceux qui ont construit l'hôpital qui l'a soignée. L'information frappa Ryan comme un coup de poing. Il ne s'attendait pas à un lien personnel. Vos parents sont des héros, continua Luc.
Si vous ne le voyez pas, le problème vient de vous, pas d'eux. Des héros? Ricana Ryan. Les héros ne finissent pas dans la rue. Ils y finissent quand ils ont un fil ingrat qui se soucie plus des apparences que de la valeur humaine. La tension crépitait dans le hall. Béatrice tira doucement le bras de Ryan pour le calmer. « Ryan, partons, murmura-t-elle. On en parlera à la maison. Il n'y a rien à dire, répéta-t-il, mais sa voix avait perdu de sa fermeté. Mes parents viennent avec moi. Non, dit Luc calmement. Sauf s'ils le souhaitent, et je suis sûr que non. Tous les regards se tournèrent vers James et Aurora. Le couple s'échangea un long regard, cette communication silencieuse que seuls les couples mariés depuis des décennies comprennent. Ryan, dit enfin James d'une voix lourde de tristesse. Tu as clairement montré que tu avais honte de nous, que notre présence nuisait à ta vie. Nous ne te causerons plus de problèmes. Non, papa, commença Ryan, mais James le coupa. Tu as fait ton choix quand tu nous as laissés dans la rue. Maintenant, c'est à nous de faire le nôtre. Et quel est-il, ce choix? Demanda Ryan, tentant de garder un ton autoritaire. Rester avec des gens qui nous traitent comme des êtres humains, répondit Aurora en essuyant ses larmes. Des gens qui voient la valeur de ce que nous avons construit. Ryan rougit de colère. Vous regretterez ce choix quand cet homme se lassera de vous. Ne venez pas me chercher. Nous ne le ferons pas, dit James. Tu as été très clair. Ryan, supplia Béatrice, maintenant en pleurs. S'il te plaît, parlons-en à la maison. Tes parents ne méritent pas ça. Tais-toi, Béatrice. Aboya Ryan. Tu ne comprends rien. Sa brutalité envers sa femme révéla encore davantage sa vraie nature. Luc comprit alors que Béatrice souffrait elle aussi dans ce mariage. Monsieur Sanders, dit Luc d'une voix calme, je vous suggère de quitter ma propriété. Vos parents vous ont répondu. Ce n'est pas fini, menaça Ryan. J'intenterai une action en justice. Faites donc, répliqua Luc. Mais comprenez bien ceci, vos parents sont sous ma protection. Ryan quitta la maison furieux, traînant Béatrice derrière lui. Avant de monter dans la voiture, elle jeta un regard en arrière et adressa un petit signe discret à ses beaux-parents. Un geste de gentillesse que personne ne manqua de remarquer. Lorsque la voiture disparut, Aurora s'effondra contre James, pleurant toutes les larmes qu'elle avait retenues pendant la visite. Nous avons perdu notre fils, sanglota-t-elle. Nous avons perdu notre famille. Non, dit Luc en posant une main sur son épaule. Vous n'avez pas perdu votre famille. Vous en avez gagné une nouvelle, une famille qui voit votre vraie valeur. James regarda Luc avec une gratitude infinie. Pourquoi fais-tu tout ça pour nous? Parce que vous l'avez fait pour moi quand j'étais enfant, répondit Luc simplement. Et parce que c'est la chose juste à faire. À ce moment-là, Suzanne s'avança, un sourire sincère sur le visage. Monsieur Carter, demanda-t-elle avec respect, puis-je préparer un déjeuner spécial pour fêter ça? Fêter quoi, Suzanne? Le fait que cette maison est enfin une vraie famille. Et pour la première fois en 15 ans, Luc sentit sa demeure redevenir un foyer. Les jours suivants apportèrent une paix étrange. Pour la première fois depuis longtemps, les couloirs résonnaient de conversations, de rires doux et du fredonnement d'Aurora aidant Suzanne dans la cuisine. La gouvernante, qui s'était d'abord montrée distante, traitait désormais le couple comme des membres de la famille, charmés par leur bonté sincère. Luc annula plusieurs réunions pour passer plus de temps chez lui, captivé par les histoires que partageaient James et Aurora, chacune révélant un peu plus l'ampleur de leur impact sur des milliers de vies. Un après-midi ensoleillé, une découverte bouleversante surgit. James, dit Luc sur la véranda, autour d'un café. Parle-moi des entrepreneurs que tu as aidés au fil des années. Il y en a eu beaucoup, répondit le vieil homme avec un sourire nostalgique. Nous avons toujours cru qu'aider les bonnes personnes était la meilleure façon de multiplier le bien. Quelqu'un en particulier? Oui, un que je n'oublierai jamais. Un jeune propriétaire au bord de la faillite, il y a 15 ans. Une entreprise familiale. Beaucoup d'employés dépendaient de lui. Il était désespéré. Luc sentit un frisson. 15 ans plus tôt. Oui, continua James. L'entreprise s'appelait Carter Construction. Le jeune homme était le fils de cette merveilleuse femme que nous avions soignée à l'hôpital. Caroline. Luc renversa son café sur la table. Carter Construction, c'était son entreprise. James s'interrompit, les yeux écarquillés.
Ton entreprise? Oui, il y a 15 ans, j'étais au bord du gouffre. Des prêts impayés, des licenciements à venir. Je perdais tout ce que j'avais bâti après la mort de ma mère. Oh mon Dieu, murmura Aurora, les rejoignant. Alors, tu étais ce jeune homme que James avait aidé anonymement. Aidé comment? Je n'ai jamais su que quelqu'un m'avait soutenu. James échangea un regard avec Aurora. Nous avons utilisé nos économies pour rembourser tes prêts bancaires. Nous avons tout fait par l'intermédiaire d'avocats, sans jamais révéler qui nous étions. Nous voulions que tu croies que tu t'en étais sorti par toi-même. Vous avez sauvé mon entreprise. Nous l'avons fait parce que nous croyions en ton caractère, répondit James. Tu avais gardé tous tes employés, même quand tu ne pouvais plus les payer. Tu préférais te priver que de renvoyer quelqu'un. Cela nous a montré qui tu étais. Mais l'argent, d'où venait-il? C'était tout ce que nous avions, répondit simplement Aurora. Nos économies, notre retraite, une vie entière de travail. Mais ça en valait la peine, ajouta-t-elle, pour voir comment tu as fait grandir ton entreprise. Luc n'arrivait pas à y croire. Vous avez tout sacrifié pour sauver mon entreprise. Pourquoi? Parce que nous l'avions promis à ta mère, répondit doucement James. Dans ses derniers jours à l'hôpital, elle nous a demandé de veiller sur toi, quoi qu'il arrive. Des larmes brouillèrent la vue de Luc. Sa vie entière venait de basculer. Il n'était pas cet homme qui s'était fait tout seul comme il l'avait cru. Il devait tout à deux personnes qui avaient tout donné pour lui. Vous avez perdu tout votre argent pour m'aider, dit-il d'une voix brisée. Et c'est pour ça que vous êtes dans le besoin aujourd'hui. Ne vois pas les choses comme ça, supplia Aurora. Vois cela comme un investissement qui a porté ses fruits. Tu as réussi, tu as créé des emplois, tu as aidé des familles. Nous avons eu la satisfaction d'honorer notre promesse à ta mère, ajouta James, serein. À ce moment-là, Suzanne entra, inquiète. Monsieur Carter, il y a quelqu'un à la porte qui demande à voir M et Madame Sanders. Il dit qu'il est leur petit-fils. Aurora pâlit. Andrew, mon petit-fils. Andrew? Oui, madame. Elle se leva, tremblante, les mains sur la poitrine. Mon garçon, après toutes ces années. Ils se dirigèrent vers la porte d'entrée où un jeune homme d'une vingtaine d'années attendait, nerveux. Grand, les cheveux bruns, des yeux vifs rappelant ceux d'Aurora. Il portait des vêtements simples et un sac à dos. Grand-mère, grand-père, dit-il, la voix chargée d'émotion. Andrew. Aurora courut le serrer dans ses bras, en larmes. Comment nous as-tu retrouvés? Je vous cherche depuis 3 mois, répondit-il, serrant aussi James dans ses bras. Quand j'ai appris que papa vous avait abandonné, j'ai quitté la maison pour vous retrouver. J'ai cherché dans les foyers, les hôpitaux, les églises. J'ai même dormi dans la rue certaines nuits. Tu as quitté la maison? Demanda James, inquiet. Je ne pouvais pas vivre sous le même toit qu'un homme qui a abandonné ses propres parents. Luc observait, ému. Enfin quelqu'un dans cette famille qui reconnaissait la valeur de ces deux êtres extraordinaires. Andrew, voici Luc, dit Aurora. L'ange qui nous a recueillis quand nous n'avions plus nulle part où aller. Le jeune homme s'approcha, les yeux pleins de gratitude. Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier d'avoir pris soin de mes grands-parents. Ce sont eux qui ont pris soin de moi toute ma vie, répondit Luc. Andrew, demanda doucement James, comment as-tu pu venir? Ta mère est au courant? Andrew baissa la tête. Non. Papa m'a interdit tout contact avec vous. Il dit que vous êtes des gens à problème, une honte pour la famille. Et tu l'as cru? Demanda Aurora, blessée. Jamais. Je me souviens de vous, quand j'étais petit. Des histoires que vous racontiez, des cliniques que vous avez construites, des enfants que vous avez aidés. Papa a oublié, mais moi, jamais. Il sortit un vieux carnet de son sac. J'ai tout gardé. Les dessins, les histoires, les partitions que tu écrivais, grand-mère. Tu as gardé tout ça? Demanda Aurora en tremblant. Oui. Parce que je savais que je vous retrouverais. Et parce que je voulais préserver ce qui compte. Andrew, dit Luc avec émotion, tes grands-parents peuvent rester ici aussi longtemps qu'ils le souhaitent, et toi aussi. Monsieur Carter, dit Andrew d'une voix hésitante, je dois vous dire quelque chose, au sujet de mon père. Il n'a pas abandonné. Il prépare quelque chose contre vous tous. Le sang de Luc se glaça. Quel genre de chose? Demanda-t-il. Je l'ai entendu parler avec d'autres avocats.
Ils essaient d'obtenir une ordonnance du tribunal pour faire interner grand-mère et grand-père de force, sous prétexte qu'ils ne peuvent plus s'occuper d'eux-mêmes. James et Aurora échangèrent un regard terrifié. Et ce n'est pas tout, ajouta Andrew en sortant des papiers de son sac à dos. Vous avez en réalité un héritage que papa veut contrôler. Un héritage? Demanda Aurora, déconcertée. Mais nous n'avons rien. Si, vous avez quelque chose. Arrière-grand-père Benjamin a laissé environ 50 hectares dans le quartier commercial de la ville. Des terres qui valent aujourd'hui plus de 20 millions de dollars. Papa ne peut y accéder que s'il prouve que vous êtes inapte à gérer vos affaires, ou s'il obtient la tutelle légale. La révélation frappa comme une bombe. Ryan ne voulait pas seulement se débarrasser de ses parents, il voulait leur voler leur héritage. C'est pour ça qu'il est si désespéré de vous enfermer, dit Luke. Il veut le contrôle juridique. Exactement. Et il y a encore autre chose, ajouta Andrew en tendant d'autres documents à Luke. Le visage de Luke s'assombrit à mesure qu'il lisait. Mon Dieu, il a mis en place tout un complot. Que disent ces papiers? Demanda James, anxieux. Qu'il compte prétendre que vous souffrez de troubles mentaux liés à l'âge. Il a même soudoyé des médecins pour produire de faux rapports. La cruauté de Ryan semblait sans limite, il était prêt à détruire la dignité de ses propres parents pour de l'argent. Nous ne laisserons pas faire ça, dit Luke avec détermination. J'utiliserai toutes mes ressources pour vous protéger. Monsieur, avertit Andrew, mon père a des connexions puissantes. Il pourrait obtenir ce qu'il veut. Alors nous devrons être plus malins, répondit Luke. Il y a peut-être une chose qui peut t'aider, dit doucement Aurora. De quoi s'agit-il? Demanda Luke, inquiet. De ma santé, avoua-t-elle. Le médecin m'a dit qu'il ne me restait que quelques mois sans traitement adapté. C'est pour ça que nous avons perdu la maison. Toutes nos économies sont passées dans mes médicaments. Un silence lourd s'abattit. La gravité de la situation venait de devenir douloureusement réelle. Luke savait que la bataille ne faisait que commencer. Il appela son avocat, le docteur Austin Lemont, l'un des meilleurs avocats en droit pénal de la ville. Quand Austin vit les documents, il fut stupéfait par tant de cruauté. Luke, c'est une véritable conspiration, dit-il en feuilletant le dossier. Ryan a monté tout un réseau prêt à mentir sous serment. Peut-on l'arrêter? Demanda Luke. Oui, mais ce sera une lutte difficile. Il a des contacts dans les tribunaux, et des médecins prêts à falsifier des rapports. Il nous faut des preuves solides. James, resté silencieux jusque-là, prit la parole. Docteur Lemont, j'ai peut-être quelque chose qui peut t'aider. Une documentation complète de toutes nos donations. École, clinique, foyer, tout est enregistré et notarié. Les yeux d'Austin s'écarquillèrent en lisant les dossiers. Seigneur, vous avez donné plus de 15 millions de dollars à des projets sociaux sur 40 ans. Nous ne l'avons jamais rendu public, expliqua Aurora. La charité n'a pas besoin de projecteurs. Cela change tout, dit Austin. Des personnes souffrant de troubles mentaux ne pourraient pas gérer un tel niveau de philanthropie avec autant de précision. Et ce n'est pas tout, ajouta James, sortant une autre enveloppe. Des lettres de maire, de gouverneur, même du président des États-Unis reconnaissant notre travail. Andrew s'approcha, bouleversé. Grand-père, je n'avais aucune idée que vous étiez aussi important. Nous n'avons jamais voulu être importants, répondit doucement James. Nous voulions être utiles. Soudain, Suzanne entra précipitamment. Monsieur Carter, quelque chose d'étrange se passe dans la rue. Des voitures sont garées depuis des heures à observer la maison. Ils regardèrent par la fenêtre, 3 voitures banalisées étaient positionnées stratégiquement, des silhouettes surveillant le manoir. Papa nous espionne, dit Andrew, effrayé. Il prépare peut-être un enlèvement forcé, prévint Austin. Avec une ordonnance d'urgence du tribunal évoquant un danger imminent, il pourrait tenter un internement d'office. Ils ne poseront pas la main sur eux, grogna Luke. Du calme, dit Austin. Soyons prudents. Vous devez partir quelques jours, le temps que je prépare la défense. Où cela? Demanda James. J'ai une maison de campagne dans le comté voisin. Vous y serez en sécurité. Seules des personnes de confiance connaissent l'endroit. Je vais avec eux, dit Andrew. Je ne laisserai plus mes grands-parents seuls. Mon brave garçon, dit Aurora en le serrant dans ses bras. Tu as le courage que ton père a perdu. Je l'ai appris de vous, répondit-il.
Ils préparèrent un départ discret. Suzanne sortirait pour faire des courses, attirant l'attention, tandis que James, Aurora et Andrew partiraient par le garage arrière dans la voiture d'Austin. Le plan fonctionna parfaitement. Luke resta sur place pour affronter la suite. En fin d'après-midi, un petit cortège arriva. Ryan, 2 adjoints du shérif, un médecin inconnu et Béatrice, visiblement gênés. « Où sont mes parents ?» exigea Ryan lorsque Luke ouvrit la porte. En lieu sûr, loin d'un fils qui ne leur veut que du mal. « J'ai une ordonnance du tribunal pour une évaluation médicale d'urgence, dit l'un des adjoints en montrant les papiers. Risque allégué pour la sécurité des personnes âgées. Quel risque ? Demanda Luke en prenant le document. Le demandeur affirme qu'il y a confusion et danger potentiel d'automutilation, récita le médecin. C'est un mensonge, et vous le savez, répliqua Luke en fusillant Ryan du regard. C'est la vérité, mentit froidement Ryan. Ils ont besoin de soins spécialisés. De soins spécialisés, ou de contrôle légal. Lança Luke. Ryan pâlit. Que insinuez-vous ? Je parle des terres de votre arrière-grand-père, d'une valeur de plus de 20 millions, auxquelles vous ne pouvez accéder qu'en obtenant la tutelle. Le silence qui suivit fut éloquent. Je ne vois pas de quoi vous parlez, balbutia-t-il. Je sais tout, les médecins corrompus, les faux rapports, tout le complot. Béatrice ne put se retenir. Ryan, je ne peux plus me taire. Tais-toi, Béatrice. Non. Tes parents sont des gens formidables, et tu veux les détruire pour de l'argent. Tu ne comprends pas. Si, je comprends. Tu fais quelque chose d'horrible, et je ne participerai pas à ça. Les adjoints échangèrent un regard mal à l'aise. Monsieur, dit l'un d'eux à Ryan, s'il y a des irrégularités, nous devons revoir cette ordonnance. Il n'y a aucune irrégularité, protesta Ryan, paniqué. Oh que si, répondit Luke en leur tendant les documents d'Andrew. L'adjoint lut, puis son expression se durcit. Monsieur Sanders, ceci suggère une fraude au tribunal. C'est un mensonge. Une machination. Une machination ? Ricana Béatrice amèrement. Tu traites ton propre fils de menteur ? Andrew ? Balbutia Ryan, blême. Qu'a-t-il à voir là-dedans ? C'est lui qui a apporté les preuves, répondit Luke. Ton fils ne supporte plus ce que tu es devenu. Où est-il ? Avec ses grands-parents, là où il a toujours eu sa place. Monsieur, dit le shérif à Luke, nous suspendons cette ordonnance le temps d'une enquête. Vous n'avez pas le droit. Hurla Ryan. Si, nous l'avons, et nous le faisons. La fraude judiciaire est un crime grave. Le médecin tenta de s'éclipser, mais Luke lui barra le passage. Docteur, vous n'irez nulle part. Votre rôle dans cette affaire sera aussi examiné. Je ne savais pas, bégaya l'homme. Vous ne saviez pas que vous falsifiez des rapports médicaux ? Vous ne saviez pas que vous aidiez à détruire 2 innocents ? Béatrice s'adressa à Luke. Monsieur, puis-je parler à mes beaux-parents ? Je veux leur demander pardon. Bien sûr, répondit Luke. Ils seront heureux de savoir que votre cœur est du bon côté. Ryan était anéanti. Ses plans ruinés, sa femme contre lui, son fils parti, et une enquête à venir. Ryan, dit Luke, il est encore temps de faire ce qu'il faut. Tes parents t'aiment toujours. C'est trop tard, murmura-t-il. Il n'est jamais trop tard pour un fils qui demande pardon. Mais Ryan tourna les talons, fuyant sa conscience et les conséquences. Luke appela Austin pour lui annoncer la bonne nouvelle. L'enquête protégerait James et Aurora, qui pourraient bientôt rentrer. Quelques jours plus tard, ils revinrent à la maison, avec Andrew, plein d'espoir. Mais la paix fut de courte durée. Un matin, Austin arriva, l'air grave, un dossier sous le bras. Luke, nous avons un problème. Ryan n'a pas abandonné. L'héritage en jeu est encore plus important qu'on ne le pensait. Des investisseurs puissants veulent ces terres. Il engage de célèbres avocats et même un psychiatre légiste renommé, prêt à jurer que tes parents souffrent des premiers signes de démence. C'est un mensonge, cria Andrew. Mes grands-parents sont parfaitement lucides. Nous le savons, répondit Austin, mais ils vont utiliser leur âge, la maison perdue, leur vulnérabilité, pour bâtir un dossier convaincant. James se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, pas même à Aurora. James ? demanda-t-elle, inquiète. Il prit une longue inspiration. Ces terres, elles n'appartenaient pas à mon grand-père,
mais à ma grand-mère, Bernardet. Elle avait rédigé un testament secret dont Ryan n'a jamais eu connaissance. Quoi? Fit Austin, captivée. Elle soupçonnait que les hommes de la famille ne s'intéressaient qu'à l'argent. Alors elle fit 2 testaments. Un officiel, léguant tout aux hommes, et un autre, secret, qui donnait tout à celui qui aurait consacré sa vie à aider les autres. Où est ce testament secret? Dans un coffre-fort à la banque. Moi seul peux l'ouvrir. Papa, dit Aurora, émue, cela veut dire que Ryan se bat pour quelque chose qui ne lui a jamais appartenu. Exactement, conclut James. Selon la volonté de Bernardet, les terres reviennent à celui qui a consacré sa vie à servir les autres, et c'est moi. Luc ressentit à la fois du soulagement et de l'inquiétude. Si Ryan découvre cela, il essaiera de t'en empêcher. Alors allons à la banque aujourd'hui, dit Austin. Ce ne sera pas simple, avertit Andrew. Papa a des gens qui nous surveillent. À ce moment, Suzanne entra, un téléphone à la main. Monsieur Carter, un appel urgent. Luc écouta, le visage se figeant. Mon contact à la banque. Ryan est venu ce matin avec une ordonnance judiciaire temporaire pour accéder au coffre de James. Il a réussi? Non. L'ordonnance était invalide. Mais il reviendra avec une autre, en béton. James prit les mains d'Aurora. Mon amour, il est temps de dire toute la vérité. Quelle vérité, grand-père? Demanda Andrew. Aurora regarda son mari, les larmes aux yeux. Andrew, mon état n'est pas seulement grave, il est terminal. Le jeune homme se figea. Luc sentit le monde vaciller. Terminal? Les médecins ne m'ont donné que quelques mois, dit Aurora avec sérénité. C'est pour cela que nous avons tout dépensé dans des traitements expérimentaux. Grand-mère! Cria Andrew. Voilà pourquoi Ryan est si pressé, dit James amèrement. Il sait qu'Aurora n'a plus beaucoup de temps. S'il parvient à prouver que nous sommes inaptes avant qu'elle ne parte, il héritera de tout. Nous ne le laisserons pas faire, dit Luc. Nous allons à la banque maintenant. C'est risqué, prévint Austin. Plus risqué encore de le laisser gagner. Ils établirent un plan, Austin emmènerait James à la banque, pendant que Luc resterait avec Aurora et Andrew pour détourner l'attention. Suzanne devait créer une diversion à la maison. Tout fonctionna jusqu'à l'appel d'Austin, porteur d'une nouvelle dévastatrice. Luc, nous sommes arrivés trop tard. Ryan est revenu avec une nouvelle ordonnance et a accédé au coffre. Comment? Sans James? Il a prétendu à une urgence médicale, disant que James était hospitalisé pour démence aiguë. Le directeur a été contraint d'ouvrir. Austin, le testament était-il là? Demanda James, blême. Oui. Ryan a tout pris. Le désespoir envahit la pièce. Sans le testament original, Ryan pouvait tout réclamer. Attends, dit soudain Aurora. James, souviens-toi de la photocopie qu'on avait faite, il y a 20 ans. Une photocopie? Celle qu'on a gardée dans la valise. Ils coururent dans la chambre d'amis. Tremblante, Aurora fouilla les papiers anciens et sortit une pochette plastique. La voilà. La copie du testament secret de Bernardet. Austin revint en trombe. En la voyant, ses yeux s'illuminèrent. Ça change tout. Même si Ryan a l'original, nous pouvons prouver l'existence d'un autre testament. Il dira que c'est un faux, prévint Andrew. Impossible. Elle porte une signature notariée vieille de 30 ans. À ce moment, plusieurs voitures arrivèrent. Ryan revenait, accompagné d'avocats, de policiers, et cette fois, d'une ambulance. Ils sont là pour emmener mes grands-parents, paniqua Andrew. Personne ne bouge, dit Luc, glissant la copie du testament dans sa poche. La confrontation finale allait commencer. Ryan entra sans frapper, le visage déformé par la cupidité. Papa, maman, dit-il froidement. Je vous emmène. Nous n'allons nulle part, répondit Aurora, digne malgré sa faiblesse. Ce n'est plus votre choix. Un juge a ordonné votre internement sur la base d'évaluations médicales irréfutables. Des évaluations bidons, répliqua Austin en brandissant des documents. Nous avons la preuve que les médecins ne les ont jamais examinés. Mensonge, gronda Ryan, ébranlé. C'est la vérité, dit Luc. Et nous avons une autre surprise. Il sortit la copie du testament. Tu reconnais ceci? Ryan pâlit. Où as-tu trouvé ça? Dans la vieille valise que tu méprisais tant, répondit Luc. Le testament secret de ton arrière-grand-mère,
qui lègue tout à celui qui a servi les autres. C'est un faux. Avec une notarisation de 30 ans? Sourit Austin. Tu as perdu, Ryan. Ces terres ne t'ont jamais appartenu. À cet instant, Béatrice entra seule, traînant une valise. Ryan, dit-elle fermement. Je suis venue chercher Andrew. Il va vivre avec moi. Tu es folle. Andrew est mon fils. Andrew est un jeune homme honteux de son père, et moi aussi. J'ai déposé une demande de divorce ce matin. Et je témoignerai contre toi. Ce fut le coup de grâce. Ryan perdit sa femme, son fils, l'héritage, et désormais, il faisait face à des poursuites pénales. Les officiers s'avancèrent. Monsieur, vous devez nous suivre pour répondre de fraude au tribunal. Non, vous ne comprenez pas. J'ai besoin de cet argent. Pourquoi faire? Demanda tristement James. Acheter ce que tu n'as pas? Le respect? L'admiration? Le succès? Oui, cria Ryan, désespéré. Mon fils, dit doucement Aurora, ces choses ne s'achètent pas. Elles se méritent, comme tes parents l'ont fait. En aidant tout le monde et en finissant ruiné? Ricana Ryan. Nous avons fini entourés d'amour, répondit Aurora. Avec le respect de ceux qui comptent vraiment. Et toi? As-tu cela? Ryan regarda autour de lui. Personne n'était à ses côtés, ni sa femme, ni son fils, ni même ses avocats. Ryan, dit James avec douceur. Il est encore temps de changer. Mais les agents l'emmenèrent, tandis qu'il lançait des menaces vaines que plus personne n'écoutait. Quand la maison retrouva le silence, Andrew serra ses grands-parents en pleurant. Grand-mère, grand-père, je suis désolé d'avoir un père comme ça. Mon fils, dit Aurora en lui caressant les cheveux, tu n'es responsable que de tes propres choix. Béatrice s'approcha, honteuse. Pardonnez-moi, j'aurais dû agir plus tôt. Le courage, dit James avec un sourire, ce n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'agir malgré elle. Les semaines passèrent. Le testament secret fut validé. Ryan fut inculpé. Les terres, désormais légitimement à James, valaient des millions. Ce qu'il fit ensuite surprit tout le monde. Aura, dit-il un matin lumineux, il est temps pour notre dernier grand projet. Aurora, désormais soignée dans les meilleures conditions grâce à Luke, sourit paisiblement. Tu as décidé quoi faire de ces terres? Demanda Luke. Oui, répondit James en dépliant des plans. Nous allons construire le plus grand village solidaire du pays, des maisons pour les familles dans le besoin, une école, un hôpital, un centre culturel. Andrew, qui étudiait maintenant l'architecture, s'illumina. Grand-père, ce sera incroyable. On l'appellera Aurora Village, en l'honneur de grand-mère. Des larmes de joie emplirent les yeux d'Aurora. Aura Village, magnifique. Il accueillera 500 familles, expliqua James, la voix tremblante d'émotion. Chaque maison portera le nom d'un enfant que nous avons aidé. Suzanne entra avec le café, désormais membre à part entière de cette famille hors du commun. Monsieur Carter, une visite. Une jeune femme avec un bébé veut vous voir d'urgence. Ils échangèrent un regard surpris. James ouvrit la porte. Une femme tenait un nourrisson dans ses bras, les larmes aux yeux. Monsieur James? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Je suis Maya Scott. Vous m'avez sauvé la vie, il y a 15 ans. James la fixa, puis se souvint. Maya, du foyer Saint-François. Mon Dieu, regarde-toi. Comment t'oublier? Tu étais la petite fille timide qui aimait dessiner. Maya éclata en sanglots dans ses bras. Je suis venu vous remercier, pour m'avoir donné une chance quand personne d'autre ne croyait en moi. Voici mon fils, Gabriel, dit Maya d'une voix émue. Je voulais que vous rencontriez le petit-fils que vous avez mérité. L'émotion envahit toute la pièce. Que fais-tu maintenant, Maya? Demanda James avec bienveillance. Je suis pédiatre, répondit-elle fièrement. Je travaille dans un hôpital public, je sauve des enfants, comme vous me l'avez appris. Luke s'approcha, profondément touché par le fruit concret du travail de James et d'Aurora. Dr Scott, dit-il avec respect, j'ai une proposition à vous faire. Accepteriez-vous d'être la directrice médicale de l'hôpital du village Aurora? Maya resta sans voix. Nous te le demandons parce que nous savons que tu le feras avec amour, ajouta Aurora. Comme nous avons toujours essayé de le faire. J'accepte, dit Maya, la voix tremblante. Ce serait un honneur de porter votre héritage.
Une autre voiture arriva. À la surprise générale, Béatrice en sortit, accompagnée d'un homme inconnu de Luc. « Maman !» s'écria Andrew en courant pour la serrer dans ses bras. « Andrew ! Tout le monde, je vous présente le docteur Philippe et, mon fiancé. Bienvenue dans la famille, docteur et, dit James chaleureusement. J'ai aussi des nouvelles de Ryan, ajouta Béatrice avec prudence. Les visages se tendirent. Il est en prison, condamné pour fraude. Il a envoyé une lettre dans laquelle il demande à vous voir. Aurora la prit d'une main tremblante et lut à voix basse. Que dit-il ? Demanda James doucement. Il veut demander pardon, répondit Aurora, la voix brisée. Il dit qu'il comprend enfin la valeur de ce que nous avons construit, et qu'il a honte. Irez-vous le voir ? Demanda Béatrice. James et Aurora échangèrent un regard plein de cette compréhension silencieuse forgée par des décennies. Oui, dit James. C'est toujours notre fils. Même après tout ce qu'il a fait, ajouta Aurora. Surtout après tout cela. Le pardon n'est pas pour ceux qui le méritent, mais pour ceux qui en ont besoin. Quelques jours plus tard, ils se rendirent à la prison. L'homme qui les accueillit n'avait plus rien du brillant avocat arrogant d'autrefois. Amaigri, les tempes grises, le regard chargé de remords sincères. « Papa, maman, dit-il d'une voix tremblante. Je ne sais même pas comment vous demander pardon. Commence par parler avec ton cœur, répondit Aurora doucement. J'étais obsédé par l'argent, le statut, la reconnaissance. J'ai perdu de vue l'essentiel. Je vous ai perdu. J'ai perdu ma famille. Je me suis perdu moi-même. Tu ne nous as jamais perdus, dit James. Nous avons toujours été là. Comment pouvez-vous me pardonner ? Parce que tu es notre fils, dit Aurora. L'amour d'un parent n'a pas de condition. Je ne le mérite pas. Personne ne mérite le pardon, répondit James. C'est un don qu'on offre par amour. Je veux changer, sanglota Ryan. Je veux être le fils que vous méritez. Tu le es déjà, dit Andrew en le serrant dans ses bras pour la première fois depuis des années. Reconnaître ses erreurs, c'est le premier pas. Ryan, ajouta Luc, quand tu sortiras, il y aura une place pour toi au village Aurora. Nous avons beaucoup de travail à faire. Vous me donneriez cette chance ? Tout le monde mérite une seconde chance, dit James. Surtout la famille. Dans une cellule glaciale, une famille se reconstruisit sur la plus solide des fondations, le véritable pardon. Un an plus tard, le village Aurora était achevé. 500 maisons colorées abritaient des familles sorties de la pauvreté. L'hôpital, dirigé par le Dr Scott, avait déjà sauvé des centaines d'enfants. L'école fonctionnait à plein régime. Le centre culturel vibrait d'activités pour tous les âges. Le jour de l'inauguration, des milliers de personnes étaient présentes. Maires, gouverneurs, chefs d'entreprise, mais surtout les familles aidées, et les nombreux enfants que James et Aurora avaient sauvés. Mes amis, dit James au micro, la voix tremblante, ce village n'est pas notre réussite. C'est la vôtre. Celle de tous ceux qui ont cru qu'un monde meilleur était possible. Le village Aurora, ajouta Aurora d'une voix fragile mais ferme, symbolise ce que nous avons appris. Le vrai bonheur vient du fait d'aider les autres. Une famille se construit avec l'amour, pas avec le sang. Et il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ryan, désormais libre et coordinateur des programmes sociaux du village, s'approcha du micro. La prison l'avait changé, ses traits étaient plus doux, son regard lumineux de sens retrouvé. Papa, maman, dit-il publiquement, la voix chargée d'émotion. J'ai passé ma vie à courir après le succès au mauvais endroit. Aujourd'hui, je sais que vous étiez toujours les plus riches de notre famille. Riches d'amour, de but, et d'un véritable héritage. La foule applaudit. Andrew pleura. Béatrice et le docteur souriaient, fiers. Maya berçait le petit Gabriel, désormais âgé d'1 an. Suzanne essuya ses larmes, reconnaissante d'appartenir à une telle famille. Luc monta sur scène à son tour. James et Aurora m'ont sauvé quand j'étais enfant, et ils m'ont encore sauvé quand j'étais un adulte perdu. Grâce au village Aurora, ils continueront de sauver des vies pour des générations. Mais notre plus grande victoire, poursuivit-il en regardant le couple âgé, ce n'est pas ce lieu. C'est la preuve que la vraie famille, c'est celle qu'on choisit, ceux qu'on aime, qu'on protège et qu'on pardonne. Lorsque la cérémonie prit fin, James et Aurora marchèrent main dans la main dans les rues de leur village. Les enfants jouaient dans les jardins,
les familles discutaient sur les porches, les aînés se reposaient à l'ombre des arbres. Nous l'avons fait, mon amour, dit James. Nous avons accompli notre mission. Non, corrigea-t-elle avec un sourire, malgré son souffle court. Notre mission continue, à travers tous ceux qui ont appris ici à aider les autres. Le docteur s'approcha discrètement, désormais non seulement le fiancé de Béatrice, mais aussi le médecin personnel d'Aurora. Madame Aurora, comment vous sentez-vous? Fatiguée, docteur, mais heureuse. Très heureuse. Il échangea un regard avec James, tous deux savaient que le temps était compté. Aurora avait insisté pour venir, malgré sa faiblesse. Grand-mère, dit Andrew en dépliant une chaise. Vous voulez vous asseoir un peu? Merci, mon chéri, répondit-elle en s'installant doucement. Tu as tellement grandi, tu es devenu un homme bon. J'ai eu les meilleurs professeurs, dit-il en embrassant son front. Maya arriva en courant, encore en blouse d'hôpital. Tante Aurora. Nous venons d'admettre notre 10e enfant ce mois-ci, une fillette de 5 ans avec le même problème cardiaque que Gabrielle. Elle va s'en sortir. Aurora sourit à travers les larmes. Chaque enfant sauvé est une victoire, Maya. Tu honores tout ce que nous avons bâti. J'essaie, chaque jour, répondit-elle. Suzanne arriva avec une tasse fumante. Madame Aurora, votre thé, comme vous l'aimez. Suzanne, tu es devenue bien plus qu'une gouvernante. Tu es devenue de la famille. Et vous aussi, dit Suzanne en souriant. Vous m'avez appris que la famille, ce n'est pas celle dans laquelle on est, mais celle qu'on construit ensemble. Luc observait la scène de loin, le cœur serré d'émotion. Tout ce qu'il avait appris était là, sous ses yeux. La vraie famille ne se résume pas à l'ADN, mais à des choix quotidiens d'amour, de soins et de pardon. Béatrice revint avec le docteur, portant un grand album. J'ai fait ça pour vous, dit-elle. Des centaines de photos du village en construction, des familles qui emménagent, des enfants qui jouent. C'est l'histoire visuelle du miracle que vous avez créé. James tourna les pages avec précaution, chaque image racontant une histoire de transformation. Merci, Béatrice. Tu es devenue la fille que nous avons toujours rêvé d'avoir. Et vous, les parents que j'ai toujours souhaité avoir, répondit-elle, les larmes aux yeux. Ryan s'approcha à son tour, encore parfois alourdi par la honte, malgré une année de réconciliation. Papa, je peux m'asseoir? Bien sûr, mon fils, répondit James en lui faisant de la place. Aujourd'hui, en coordonnant les programmes, une femme m'a remercié. Elle m'a dit que tu avais sauvé son petit-fils il y a 20 ans, dans un de tes foyers. Elle en pleurait. Et qu'as-tu ressenti? Demanda Aurora doucement. De la fierté. Pour la première fois de ma vie, vraiment fier d'être ton fils. Nous avons toujours été fiers de toi, dit James. Même quand tu ne voyais pas ta propre valeur. Je dois vous dire quelque chose, reprit Ryan. Hier, un promoteur m'a proposé 5 millions de dollars pour le terrain du centre culturel. J'ai refusé sur le champ. Aurora prit sa main. Tu as enfin compris que certaines choses ne sont pas à vendre. Oui. J'ai compris que vous aviez raison depuis le début, l'argent s'épuise. Le bien que nous faisons demeure. Andrew arriva, tenant Gabriel dans ses bras. Il a fait ses premiers pas aujourd'hui. Annonça-t-il. Il a marché droit vers la photo de ses arrière-arrière-grands-parents. Aurora ouvrit les bras, et Andrew posa le petit garçon sur ses genoux. L'enfant sourit et balbutia quelques sons incompréhensibles, mais pour elle, c'était une véritable mélodie pour son cœur. Mon petit trésor, murmura-t-elle en l'embrassant sur le front. Tu vas grandir dans un monde meilleur, un monde qui aura compris que l'amour est la seule richesse qui compte. Maya revint, inquiète. Tante Aurora, vous êtes très pâle. Nous devrions rentrer. Pas encore, ma chère. Je veux voir le coucher du soleil sur notre village. Le ciel devint doré tandis que le soleil disparaissait. Peu à peu, des lumières s'allumèrent, semblables à des étoiles tombées sur terre, illuminant les rêves devenus réalité. Tu sais ce dont je suis le plus fier? Demanda James, les yeux perdus dans la vue. Quoi donc, mon amour? Que lorsque nous quitterons ce monde, nous le laisserons meilleur que nous l'avons trouvé. Et que nous partirons en sachant que nous avons été vraiment aimés, répondit Aurora, la voix faible. Luc s'approcha, sentant la gravité du moment. James, Aurora, sachez que vous avez changé non seulement ma vie, mais celle de tous ici.
Vous m'avez appris que le vrai succès ne se mesure pas à l'argent, mais aux vies que l'on transforme. Luke, dit Aurora en lui tendant la main, tu as été le fils que nous n'avons jamais eu. Merci de nous avoir offert une famille quand nous en avions le plus besoin. Le docteur s'approcha discrètement de James. Monsieur, il faudrait la ramener. Elle a besoin de repos. James acquiesça doucement. Aurora semblait fragile, mais une paix rayonnait d'elle, bouleversant tous les cœurs. Mes amis, dit-elle en essayant de se lever, il est temps de rentrer à la maison. Notre maison, corrigea doucement Luke. Notre famille, répondit-elle avec un sourire. Sur le chemin du retour vers la demeure, Aurora s'arrêta un instant pour jeter un dernier regard au village, scintillant dans la nuit. James, tu te souviens de cette nuit d'orage où Luke nous a trouvés? Comment l'oublier? J'ai su, à ce moment-là, que quelque chose de spécial allait se produire. Ce n'était pas un hasard. Non, confirma James. C'était le destin qui nous rendait tout l'amour que nous avions semé. 2 semaines plus tard, Aurora s'éteignit paisiblement dans son sommeil, aussi sereine qu'elle avait vécu. Toute la ville assista à ses funérailles. Des milliers de personnes qu'elle avait touchées d'une façon ou d'une autre. Des enfants, des familles, des médecins, des enseignants, des entrepreneurs tous réunis, soutenus par Luke, Andrew et Ryan. James prit la parole. Aurora disait souvent, on ne meurt pas quand le cœur cesse de battre, mais quand les gens cessent de se souvenir de nous. Aurora sera immortelle, car chaque enfant sauvé, chaque famille accueillie, chaque sourire suscité porte une part d'elle. Une place fut créée en son honneur dans Aurora Village, avec un banc gravé de ces mots. Ici repose celle qui a enseigné que l'amour est le seul héritage digne d'être transmis. James continua de vivre avec Luke, entouré d'une famille qu'il avait choisi d'aimer. Ryan venait chaque jour, travaillant sans relâche sur les projets sociaux. Andrew, diplômé en architecture, conçut de nouvelles extensions pour le village. Maya sauvait des vies chaque jour à l'hôpital. Béatrice et le docteur se marièrent et adoptèrent un enfant du village. Suzanne devint la grand-mère affectueuse que Gabriel n'avait jamais eue, lui racontant des histoires sur son arrière-grand-mère Aurora, qu'il avait peu connue, mais dont l'amour vivait encore dans chaque recoin de la maison. Et Luke comprit enfin qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Une véritable famille, fondée sur l'amour inconditionnel et le pardon sans limite. À l'entrée d'Aurora Village, une plaque résumait ce que James et Aurora représentaient. Ici vivent des gens qui ont appris que la vraie richesse n'est pas ce que l'on accumule, mais ce que l'on partage. Que la famille n'est pas seulement ceux avec qui l'on est, mais ceux qui choisissent de rester. Et que l'amour, semé dans la vie, fleurit pour l'éternité. Et, par une autre nuit pluvieuse rappelant leur première rencontre, Luke marcha dans les rues d'Aurora Village, observant les lumières briller dans les maisons, sachant que, dans chacune d'elles, vivait une famille née parce que 2 êtres extraordinaires avaient décidé qu'aimer comptait plus que posséder. L'héritage de James et Aurora n'était pas la terre valant des millions, mais les cœurs qu'ils avaient transformés. Et cet héritage, cet amour, serait éternel. Fin. Merci à tous d'avoir regardé.